Bonjour tout le monde, Pierre-Luc Bilodeau, département des relations industrielles de l'Université Laval. Je vous présente en compagnie d'Éliane, que vous avez le plaisir d'avoir avec vous, qui est candidate au doctorat en RI à l'Université de Montréal, un projet qu'on a mené et qu'on mène en fait actuellement avec le collègue Jean Charest de l'ERI aussi et Evelyne Dionne, qui est candidate au doctorat à l'Université Laval. Donc, c'est un projet qui porte, comme son titre l'indique, sur les changements climatiques et technologiques dans le cadre d'un régime particulier qui est celui de l'industrie de la construction au Québec, qu'on appelle un peu familièrement le régime R20. Euh, donc, ce qu'on va vous présenter ce matin, ce sont des résultats préliminaires. En fait, la démarche qu'on a entreprise en collaboration avec le ministère du Travail du Québec et les résultats préliminaires de ce travail-là. Donc, on va vous présenter la démarche, le contexte, la synthèse des résultats provenant des deux revues de littérature. Je vais me charger de vous présenter les résultats de la revue de littérature qui a été réalisée par Evelyne Dionne sur les changements climatiques et l'industrie de la construction. Et ensuite, Eliane vous présentera la revue de littérature qu'elle a réalisée sur les changements technologiques et elle va vous parler des résultats donc préliminaires de l'analyse prospective qu'on est en train de mener. C'est à suivante, s'il vous plaît. Donc, la problématique générale qui a mené à ce partenariat avec le ministère du Travail, c'est le constat que même si ça se fait plus lentement, on peut observer une augmentation du recours aux technologies dans l'industrie de la construction, même si cette industrie-là est plus conservatrice, si le 4.0, hein, pour parler le lingo moderne, est, la progression est moins fulgurante que dans d'autres secteurs d'activité. Et aussi le fait que l'industrie de la construction est au cœur véritablement des enjeux et de la lutte climatique avec laquelle on est aux prises en ce moment. Donc, l'industrie de la construction, pourquoi s'y intéresser? Dans le cas de la plupart des États occidentaux, on parle de 5 à 7 du produit intérieur brut. C'est aussi un secteur, du point de vue qui nous intéresse en relations industrielles, dans l'étude du travail et de l'emploi, qui présente des particularités qui attirent en tout cas l'attention de certaines et certains d'entre nous, hein. Une production par projet, donc des sites de travail à durée déterminée qui sont très, très variables, qui évoluent dans le temps et dans l'espace, structure industrielle fragmentée, donc beaucoup d'entreprises, beaucoup de très petites entreprises dans le cadre d'une organisation de la production qui est structurée par sous-traitance en cascade entre un donneur d'ouvrage et ensuite un entrepreneur général qui va agir comme maître d'œuvre et toute une série d'entreprises, d'entrepreneurs spécialisés qui vont venir effectuer des travaux. L'organisation du travail, comme on est sur un site fermé, il y a une complexité supplémentaire dans la mesure où est-ce que les entreprises et les corps d'emploi vont se succéder dans un même espace, vont devoir coexister. L'organisation de la production fait en sorte qu'il y a aussi une insécurité économique, tant chez les entrepreneurs que chez les salariés, en raison de la nécessité de voir succéder des projets, des interventions sur des projets pour cumuler un revenu annuel. C'est un secteur aussi qui est très accidentogène. C'est un secteur où est-ce qu'on voit beaucoup de maladies professionnelles, donc des risques importants à la santé et à la sécurité du travail. Il y a au Québec comme ailleurs des enjeux de diversité de main-d'œuvre importants dans ce secteur-là, notamment en termes de genre. La place des femmes est encore à faire dans l'industrie de la construction. Et en lien peut-être plus spécifiquement avec l'aspect climatique, évidemment, c'est un secteur qui consomme énormément de matériaux et de métaux et c'est le troisième secteur en importance pour l'émission des gaz à effet de serre. Dans le cas spécifique du Québec, donc le cadre qui nous intéresse, hein, celui qu'on regarde dans le cadre de ce projet-là, celui de la loi R20, il faut savoir que c'est une partie de l'industrie de la construction, mais sa partie peut-être la plus visible et la plus importante, c'est-à-dire les très grands projets de construction neuve principalement. Donc, un cadre qui est articulé autour d'une loi québécoise qu'on appelle la loi R20, la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. C'est un système qui est très particulier, beaucoup plus élaboré que la plupart des régimes de rapports collectifs du travail qu'on connaît en Occident, donc, ou du moins en Amérique du Nord, pardon. Représentation collective obligatoire des salariés et des employeurs, négociation sectorielle dans 4 sous-secteurs d'activité au Québec. Un tiers, la Commission de la construction, qui est récemment devenue une société d'État officiellement, mais une administration paritaire, patronale syndicale,
du régime, d'un ensemble de normes et de l'application de ces normes-là. Un régime de qualification professionnelle obligatoire, donc une organisation du travail traditionnelle organisée autour de 25 métiers dans le cas du Québec et des défis importants, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, pénurie de logement, parc immobilier institutionnel vétuste et insuffisant, donc qui vont s'ajouter à d'autres problèmes. Dans le cadre de ce projet-là, on voulait mieux connaître les impacts des innovations technologiques et de la lutte au changement climatique sur le travail et l'emploi dans cette industrie-là qui nous intéresse, dans le but d'éclairer la prise de décision en matière de politique publique et de relations de travail. C'est pour ça qu'on réalise ce projet-là en collaboration avec le ministère du Travail du Québec. On peut passer à la suivante. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 2 revues de littérature, une qui porte sur l'impact de la lutte au changement climatique sur l'industrie de la construction et l'autre sur les changements technologiques. Et on a pris ces données-là et on a entrepris, ce qu'on est en train de faire toujours, une analyse prospective des impacts de ces changements-là sur le cadre normatif existant au Québec. Et c'est un travail, comme je l'ai dit, qui se fait en collaboration avec le ministère du Travail du gouvernement du Québec. Donc, synthèse de la revue de littérature. Je passe moins de temps là-dessus. Eliane va vous parler plus des changements technologiques, notamment parce que certaines des personnes qui ont le plus contribué à cette littérature-là, que je vous présente très, très sommairement aujourd'hui, ont présenté dans le cadre du colloque. On a eu la chance d'avoir Linda Clark de l'Université Westminster, qui a présenté ses travaux. L'équipe de Linda Clark à Westminster est une des équipes de recherche qui a le plus contribué à cette littérature-là sur les impacts de la lutte au changement climatique en termes de travail et d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la littérature actuelle dans le cas spécifique de l'industrie de la construction? Donc, le défi de l'expression qu'on n'aime pas tellement, mais qui est évocatrice, des compétences vertes. Donc, ce qui ressort, c'est qu'on a besoin de formation, de programmes de formation initiale des travailleurs et travailleuses de la construction qui sont à la fois régulièrement mis à jour, mais qui sont aussi axés sur non seulement des compétences, comme on le fait habituellement pour les travailleurs de la construction, donc comment on fait pour construire telle ou telle chose, comment on assemble tel et tel matériau ensemble pour produire un bâtiment ou un ouvrage de génie civil, mais aussi des connaissances sur la physique du bâtiment notamment. Si on veut être capable de produire des bâtiments éco-énergétiques, on veut être capable que les travailleurs soient en mesure de saisir l'importance d'une enveloppe de bâtiment étanche, de savoir quel est l'impact du travail qu'ils font sur l'environnement qui les entoure. Donc, à ça va s'ajouter un besoin accru de formation continue, une implication des acteurs qui est importante à différents niveaux, mais notamment celui on pourrait appeler les partenaires sociaux dans la mise à jour puis l'élaboration des programmes de formation. Les exemples que l'équipe de Linda Clark nous donne à partir des études qui ont été réalisées en Europe nous montrent comment les systèmes de formation professionnelle de la construction qui sont axés sur la participation des parties patronales et syndicales sont généralement plus performants dans les résultats en termes de construction à faible émission de carbone. Et il y a un défi important de coordination entre les intervenants sur les chantiers, ce qui, au Québec, est un véritable défi compte tenu de l'organisation du travail qui est axée sur des métiers qui sont traditionnellement organisés en silos. Donc, face à ces défis-là, on a besoin d'un système de formation professionnel qui est très élaboré au Québec, qui est axé sur le système de formation, qui est, si vous voulez, appuyé sur le système de formation public, mais auquel s'ajoute tout un appareillage qui est propre à l'industrie. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une absence de ligne directrice claire en ce qui a trait au changement climatique. Il y a un problème de financement que l'on connaît de façon étendue dans le réseau de l'éducation au Québec comme ailleurs. Et on a un problème d'une faiblesse de l'intérêt ou de la sensibilisation envers les enjeux climatiques. Ce qui ressort souvent des travaux qui ont été faits sur le climat et l'industrie de la construction au cours des dernières années, ce sont les enjeux de santé et sécurité. C'est ce qui ressort aussi de nos travaux et des entrevues qui ont été faites avec des intervenants du secteur. C'est la première chose qui frappe. Les changements climatiques entraînent une plus grande pénibilité du travail. On pense à la chaleur notamment, mais on pense aux redoux hivernaux, les mesures de précaution qu'il faut prendre lorsqu'on travaille en hauteur, lorsqu'on travaille sur des poutrelles d'acier, sur n'importe quel type de chantier. Les redoux, le regel, ça crée des conditions de chantier qui
provoque de nouveaux risques physiques, des risques physiques qui sont diversifiés aussi en termes de changement de notre environnement à toutes et tous, qui font en sorte que ben, quand on travaille sur des zones à défricher et aménager, on fait face à de la faune, à de la flore qui commence à changer, de nouvelles conditions de travail et des températures extrêmes avec lesquelles il faut composer, évidemment, des choses qu'on connaissait, mais qui se sont accentuées avec le temps. Donc, ça vous donne un aperçu très, très bref de ce que c'est et je cède la parole à Eliane pour la suite. Oui, donc je n'irai pas en détail dans le modèle de la revue littérature sur les changements technologiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements technologiques, c'est un peu une boucle qui va rentrer en action parce que l'utilisation des technologies sur les chantiers va dépendre des comportements, va dépendre aussi de ce qui va être demandé en particulier par les projets publics qui sont un grand bailleur de fonds là, pour tout ce qui va être des projets de construction, par exemple, dans l'institutionnel. Puis donc, les réponses stratégiques à la fois de l'État et des organisations peuvent venir affecter la capacité de venir implanter ou non des technologies. Donc, d'un côté, on a cette boucle-là qui fonctionne en continu, si on veut, puis de l'autre, une fois que la technologie peut être choisie, bien, on peut se retrouver quand même à avoir des changements dans la chaîne de valeur qui peuvent être affectés soit par des barrières organisationnelles ou par des changements structurels qui vont avoir lieu autant dans l'organisation du côté des travailleurs que du côté même de l'entreprise en soi. Puis ces changements-là, une fois qu'ils sont impactés, qui sont implantés, pardon, vont amener des impacts sur le travailleur puis sur la façon de produire. En termes de changements technologiques majeurs, je pense que le plus gros qu'on voit dans le domaine de la construction, c'est le BIM, là, qui est le Building Information Model, puis qui permet de prendre finalement l'ensemble des données puis de les réunir à un endroit pour la durée totale du projet. Donc, le BIM, c'est vraiment le vecteur de l'introduction des changements technologiques dans l'industrie de la construction. Mais à ça va s'ajouter d'autres innovations, que ce soit au niveau de l'automatisation des chantiers, que ce soit au niveau de la présence des exosquelettes pour faciliter certaines levées, par exemple, de charges. Puis, on va aussi avoir la présence de la préfabrication, la robotisation, puis finalement l'intelligence artificielle qui peuvent toutes rentrer en ligne de compte. Quand on regarde la littérature sur les changements technologiques, il y a deux aspects, je pense, qui sont importants de retenir. La première, c'est que la plupart des technologies sont développées sans prendre en considération le travailleur. Donc, c'est beaucoup des écoles de génie qui vont développer les technologies sans nécessairement se poser la question de, OK, mais comment va-t-il être utilisé sur le chantier? Puis ça peut venir créer des technologies qu'on n'utilise pas ou encore des technologies qui sont difficilement transposables d'un environnement contrôlé dans un environnement moins contrôlé que sont les chantiers. Deuxième aspect qui est important de retenir, c'est que tous ces gens qui travaillent sur les changements technologiques dans l'industrie de construction. Ce sont des grands enthousiasmes de la technologie qui voient beaucoup, beaucoup d'avantages, mais pour lesquels on a très peu de données probantes sur ces avantages-là. Donc, on anticipe beaucoup de côté positif, mais on a très peu de données qui démontrent que la productivité, par exemple, est augmentée ou qu'on a effectivement moins d'accidents sur les chantiers. Fait que c'est important de garder en tête ces deux aspects-là parce que c'est un discours qui est très fort dans le public, mais qui n'est pas tout le temps appuyé d'un point de vue des données probantes dans la littérature. L'impact que ça va avoir sur notre régime actuel, bien, c'est certain qu'il va avoir des enjeux au niveau de la structure industrielle. Donc, j'en ai fait une brève mention, mais la préfabrication vient ajouter une dimension de est-ce qu'on est couvert par le R20 ou est-ce qu'on se retrouve plutôt dans un secteur manufacturier.
Ensuite, au niveau de la division du travail, l'introduction à la fois des compétences numériques et les compétences qui vont être plus vertes, mais ça peut entraîner certains conflits de compétences entre différents métiers de la construction. C'est certain aussi que ça va nécessiter le développement de connaissances communes et de compétences spécifiques. Puis pour les changements technologiques en particulier, ça amène des défis au niveau du contrôle, de la surveillance, puis finalement du droit de gérance résiduelle des employeurs sur le chantier. Ça vient nécessairement aussi avec les enjeux de santé et sécurité du travail. N'étant pas l'objet principal du R20, c'est certain qu'on les mentionne, mais on ne passera pas autant de temps dessus. Je vais passer par-dessus la diapositive sur la formation. Je pense que Pierre-Luc a quand même bien expliqué là, les enjeux de formation qui étaient liés au changement climatique. Puis il faut savoir qu'il y en a aussi au niveau des changements technologiques. Puis finalement, pour conclure, peut-être juste mentionner que ce qu'on constate aussi, c'est l'importance du dialogue social pour pouvoir assurer que les changements qui vont être mis en place, mais ne se feront pas aux dépens des travailleurs. Puis pour ça, bien, ça demande d'avoir les travailleurs d'impliquer là, dans les différentes instances. Puis on ne passera pas de temps là-dessus, mais il va y avoir une réflexion à avoir aussi sur les outils qu'on offre aux organismes qui surveillent le travail dans la construction pour s'assurer que les méthodes qui vont finalement servir à faire la surveillance bien, sont adaptées aux changements qu'on voit en cours là, dans l'industrie. Voilà.